Monaco est champion de France! Champion de France. Bonsoir à tous. Pour la première fois de son histoire, la Roca Team a soulevé hier sur le parquet de Roland-Garros à Paris ce lourd 35 kg et précieux trophée que le capitaine Yacouba Ouattara a d'abord fait danser devant ses champions de coéquipiers avant de célébrer ce titre obtenu une fois de plus cette saison au terme d'un incroyable suspense que vous avez pu suivre en direct sur Monaco Info. La victoire, l'émotion, le retour à la maison et la fierté d'un capitaine au sommaire de votre journal ce soir, où nous évoquerons également les tout derniers préparatifs de l'Orchestre des Carabiniers avant lundi, leur concert au cœur de la salle de conférence des Nations Unies, où l'hymne monégasque va retentir 30 ans après l'admission de Monaco à l'ONU. Et puis en avant-première, nous visiterons les nouveaux appartements des résidences Honoria et Reseda, et nous vous dévoilerons également le palmarès des rencontres philosophiques que vous avez pu suivre sur Monaco Info depuis le début de la semaine. Et tout d'abord, le retour cet après-midi des tout frais champions de basket, champions de France, des années que les supporters monégasques attendaient ce sacre. La Roca Team n'a jamais craqué en cette phase finale pour obtenir enfin ce premier titre de champion de France après une très belle troisième place, on s'en souvient, en Euroleague. Spectateurs des plus assidus tout au long de la saison, le prince souverain était tout à l'heure à leur côté, à leur retour en principauté, devant le stade Louis II. Une joie, et puis de voir un peu l'histoire du club, il faut voir d'où on était, d'où on vient. Il y a 10 ans, c'était pas du tout évident qu'on soit à pareille fête aujourd'hui, donc c'est formidable. Et je crois qu'il y a eu vraiment un groupe qui s'est formé et qui fait la saison que vous avez vue, mais qui, c'est la solidarité, c'est l'amitié entre les joueurs et c'est leur bonne entente qui a fait la différence. Et les nombreux supporters présents cet après-midi sur le parvis du stade Louis II ont pu savourer comme il se doit ce titre avec leurs champions qui ont, comme dit la chanson, ramené la coupe à la maison. Allez! Super heureuse de la victoire hier soir, c'était incroyable de vivre ça dans la salle hier soir, même si c'était sur grand écran. Et là, très hâte de voir les joueurs, de pouvoir fêter ça avec eux. Cette année, c'était une saison extraordinaire. On a gagné la Coupe de France, le championnat, 3e en Euroleague. C'est incroyable, c'est une saison fantastique. Je suis là depuis la nationale, je suis abonné depuis des années et donc c'est une année absolument aboutie qui sera difficile à réaliser 2 fois. Franchement, je suis très content. Première Coupe de France, franchement, c'est nickel. Ça me manque déjà, les matchs ils sont finis, là ça me manque déjà. Vos réactions recueillies par Justin Hadel et Julien Tisse. Suspense entier une fois encore à l'occasion de cette 3e rencontre qui avait lieu hier soir. Faut-il le rappeler dans un lieu ô combien prestigieux, le Central même, où Novak Djokovic a remporté dimanche dernier son 23e titre en Grand Chelem en tennis. Frédéric Elion, vous étiez sur place avec Olivier Bonello, sur le parquet parisien, posé vitesse TGV, comme un peu la Roca Team en toute fin de match. Et oui, enfin après 3 échecs en finale, la Roca Team l'a fait, une victoire 92-85, 3-0 donc sur cette finale. Et enfin ce premier titre de champion de France décroché pour la Roca Team. Vous l'entendez derrière moi, les fans sont en train de célébrer, mais ça n'a pas été facile. Encore un match au scénario incroyable. Je vous propose de regarder bien ce qui s'est passé. Monaco continue de marquer l'histoire du basket français après sa 3e place en Euroleague. La Roca Team a décroché jeudi soir à Roland-Garros le premier titre de champion de France de son histoire, le tout en ne perdant aucun match durant tous les playoffs, une première depuis Limoges en 1988. À l'image du match 2, les Monégasques entament la rencontre à l'envers. C'est opération porte ouverte en défense, 32 points encaissés dans le premier quart-temps, avec notamment plusieurs end-one pour Jones. Monaco compte jusqu'à 16 points de retard avant que Yohan Makoundou ne sonne la révolte des deux côtés du terrain avec ce contre monstrueux sur la tentative de dunk d'Armel Traoré. Tashon Thomas, 20 points, fait des dégâts dans la raquette, tandis que Victor Wembanyama signe son meilleur match des finales avec 22 points et 4 contres. À la mi-temps, les Mets sont devant 53-44. Dans le troisième quart-temps, Okobo se met en route et Monaco recolle à -3 avec le premier et d'ailleurs le seul panier du match de Mike James.
Thomas redonne 7 points d'avance aux Mets à l'entame des 10 dernières minutes. Un moment choisi par Blossom Game pour prendre feu, finition autoritaire au alley-oop, 3 points ultra clutch, l'ancien joueur d'Ulm plante 22 points et livre un récital dans le Money Time. Monaco passe devant pour la première fois du match à 3 minutes 30 du buzzer sur ce end-one d'Eli Okobo. Le score est de 85 partout, 55 secondes à jouer. Jordan Lloyd, MVP des finales, va alors climatiser Roland-Garros avec 2 tirs à 3 points qui entrent dans la légende. Le deuxième, à plus de 9 mètres, sécurise la victoire et le titre pour Monaco. 92-85, la Roca Team est championne de France. Man, I'm a little emotional, more than I thought I'd be. Winning never gets old, man, and the feeling is unmatched. I'm just so super happy for everybody, from everybody that played to our staff, to our coaches, to our fans. Unbelievable club. I'm happy here. I'm happy here, home here, and it's amazing. It's amazing. Depuis mon retour en France, ça fait 2 sur 2. Et Mathieu, c'est son 3e d'affilée, je crois. Mais plus sérieusement, on avait une très très forte équipe et on l'a montré tout au long de la saison. Même malgré les petits bas qu'on a eus, on sweep tout le monde et on gagne. Donc je suis vraiment content pour le groupe. La saison de malade. On va essayer de faire le maximum. I love Monaco Info. This is amazing. Let's go though. Saison de malade. Saison de malade. On réalisera d'ici quelques semaines. Having amazing guys around who helped me to be better coach and to win the trophy. You know, like without my staff, without the people who help medical stuff, and most than ever, like unbelievable group of people gave me, like maybe the unforgettable season, for all my life. I keep saying the beauty of our group is we got a very versatile group. Some nights it's Mike, some nights it's JB, some nights it's Ellie. Tonight it was me and Jordan. So we got a very versatile group, and I'm happy to be a part of this team. On est une équipe de champions et on l'a montré tout au long de la saison et pendant tous les playoffs. Elle est belle celle-là. Voilà, elle est pas mal. Elle est pas mal, ça fait 2. Mais j'aime bien celle-là. Maintenant je vais partir en vacances, je vais aller bronzer. Hier soir, avant un si grand soleil à Gaston Médecin pour ceux qui n'ont pu effectuer le déplacement à Paris, les supporters s'étaient donné rendez-vous à la salle Gaston Médecin pour vivre ensemble ce moment d'histoire dans le sport monégasque, autour d'une watch party comme ce fut le cas déjà pour le Final Four. Émilie Rousseau était avec Hugo Comassa à vos côtés pour Monaco Info, toujours au plus près de la Roca Team. Des silences aux encouragements, du stress aux applaudissements et puis la délivrance. Les supporters présents à la salle Gaston Médecin jeudi soir sont passés par toutes les émotions et c'est bien la joie et la fierté qui prédominaient à l'issue de ce match 3 et de ce titre de champion de France remporté par la Roca Team. C'est magnifique, c'est une consécration, là, c'est du travail qui a été effectué depuis des années. Quand on est descendu en national et qu'on est remonté petit à petit, là, c'est là ce soir qu'on est heureux. Là. Moi j'en pleure, hein. C'est dur de retenir ces larmes ce soir. Beaucoup de stress, les 2 premiers cartons et franchement on est ravis, on est très très contents. Après l'Euroleague, le championnat, c'est génial. C'était vraiment tendu jusqu'au bout. Moi je ne croyais pas, j'ai dit match 4 obligatoire, ça a joué très très mal. Et le basket quoi. Au départ je ne pensais pas qu'on allait arriver là. Et le dernier carton on a tout déchiré et franchement c'est mérité. Moi je dis que c'est mérité. Plus de 300 personnes avaient décidé de vivre ce moment ensemble à Gaston Médecin, au premier rang notamment le ministre d'État Pierre Dartout qui a suivi lui aussi assidûment la saison historique de la Roca Team. C'est une très très grande équipe parce que cette année réussir une 3e place en Euroleague, être vainqueur de la Coupe de France, champion de France, c'est magnifique. L'effort à payer, et la qualité des joueurs, la qualité du coach, la qualité de l'équipe dirigeante, tout ça. Et puis ce public formidable qui est derrière eux et qui les a poussés. Ça c'était très bien. Ils n'ont pas entendu, mais c'était pourtant formidable ce soir. Peut-être pas entendu, mais les joueurs étaient conscients de la ferveur qui régnait à Monaco après leur titre. Pour couronner ce moment exceptionnel, ils ont tenu à partager leur joie à l'issue de la rencontre avec un appel en visio depuis les vestiaires et avec le trophée en main. Enfin, dernière réaction avec le capitaine de cette formidable Roca Team, Yacouba Ouattara, lunettes de soleil de rigueur, après une longue soirée de bonheur et après tant d'années à espérer ce titre suprême.
On a attendu un bon moment, mais finalement il arrive à la maison et on est tous très contents, très heureux de tout ça. C'est une très très grosse fierté pour moi, c'était un très gros objectif pour moi individuellement. En signant à Monaco, c'était quelque chose de fort pour moi, je voulais apporter le premier titre de champion de France à Monaco et voilà, c'est un objectif que je coche aujourd'hui et j'en suis super content. Ouais, c'est une saison, je pense que on n'a pas encore la pleine mesure de ce qu'on a réalisé, mais c'est juste énorme. Faut vraiment qu'on savoure parce que c'est pas tout le temps, pour les saisons galères qu'on a pu connaître par le passé, c'est pas tout le temps qu'on a autant de succès sur une saison et voilà, on avait un groupe aussi exceptionnel, ça faut le souligner. L'étape d'après déjà c'est les vacances, parce que là la saison elle était bien fatigante, on va pas se cacher. Et derrière on verra, on va... Chaque chose en son temps je dirais, mais c'est sûr que la saison prochaine l'objectif ce sera de faire mieux. Oui, une courte pause programmée pour Yacouba Ouattara. En effet, si vous aussi vous rêvez de jouer un jour avec la Roca Team ou déjà aux côtés du fier capitaine, n'hésitez pas, que vous soyez fille ou garçon, né entre 2009 et 2012, licencié à la Fédération française de basket, l'AS Monaco Yacouba s'associe pour vous proposer un summer camp avec un travail individuel et collectif dans l'objectif de développer toutes vos compétences. 2 stages sont prévus, du 3 au 7 juillet et du 10 au 14 juillet. Pour tout renseignement complémentaire, un mail asmbasketcamp@gmail.com pour participer à la Yacademy 2023. On va s'attarder désormais sur les nombreux rendez-vous organisés tout au long de l'année dans le cadre du centenaire de la naissance du prince Régnier III. Le dernier en date, une conférence qui s'est déroulée dans le tunnel Riva sur le quai Antoine Ier hier soir, avec un homme qui a bien connu le prince Régnier III, le secrétaire d'État honoraire Jacques Boisson. Reportage signé Fabien Bonilla. Régnier III, un homme, une histoire. Voici le thème de la conférence organisée jeudi soir par l'association Les Rencontres littéraires Fabien Boisson, en présence du prince Albert II et de sa sœur, son Altesse royale la princesse de Hanovre. Une soirée hommage où le secrétaire d'État honoraire, également premier ambassadeur de Monaco à l'ONU en 1993, Jacques Boisson est longuement intervenu et a répondu aux questions d'historiens tels que Thomas Fouilleron, Stéphane Lamotte et Vincent Vatrican. Plus que le chef d'État, Jacques Boisson a voulu rendre grâce à l'homme qu'était le prince Régnier III. C'était un homme très complexe. C'est un homme qui pensait beaucoup. C'est un homme qui m'a fait aimer le silence, comme je dis souvent, parce que nous avions des échanges et puis à un certain moment, c'était le silence. Il ne parlait plus et il pensait, il réfléchissait et il m'a appris à aimer le silence. Et il ne prenait ses décisions qu'après avoir vraiment étudié les dossiers, consulté le plus de personnes possible. Et quand il prenait une décision, je pense que ça rassurait beaucoup les Monégasques. Il en a fait la preuve par sa vie de prince et par les réussites qu'il a eues quand même au cours de son existence, tant sur le plan politique qu'économique ou même social d'ailleurs. Monaco est un pays très social. Bon, je pense que voilà, c'est un peu cette image que nous souhaitons donner aujourd'hui, avec certains aspects anecdotiques pour parler de l'homme, de certaines réactions, de certaines attitudes, de ce qu'il aimait, en tout cas ce qu'on croit qu'il aimait dans la vie. Mais sa famille est là, donc elle sait beaucoup mieux que nous tous comment était cet homme. Cette conférence a débuté par la projection d'un film d'époque de 14 minutes sur l'avènement du prince Régnier III, un documentaire inédit de 1950, les seules images en couleur de cet événement. Le comité olympique monégasque a rendu hommage hier soir à son tour au prince Régnier III à l'occasion de la journée mondiale de l'olympisme, avec la mise en exergue du sport féminin en principauté, avec le souvenir à 3 reprises de la tenue d'Olympiade au féminin en 1921, 22 et 1923. Une vidéo et un livre ont été présentés à l'occasion hier soir des Olympiades au féminin, dont le prince Albert II a rappelé qu'elles étaient le point de départ, je cite, des efforts que nous accomplissons aujourd'hui au niveau international et national en faveur de l'égalité des genres et dans la lutte contre la discrimination. Autre hommage, celui retraçant l'œuvre du prince bâtisseur, un film documentaire Le Prince par lui-même, programmé au Grimaldi Forum le 4 juillet prochain pour une soirée qui s'affiche déjà presque complète. Aussi,
à l'initiative de la princesse Stéphanie, présidente des commémorations du centenaire. Une date vient d'être rajoutée, le lendemain, le 5 juillet. Ce film a été réalisé par Yann Anthony Nogues. Il a répondu aux questions de Patricia Navarro. Bonsoir Yann Anthony Nogues. Bonsoir Patricia. Après le prince Albert Ier et l'une de ses facettes cachées, le prince pacifiste, vous consacrez donc un film au prince Régnier III. C'est le premier documentaire sur Albert Ier qui est d'ailleurs à l'origine de ce nouveau projet. En quelque sorte, c'était le comité Albert Ier qui nous avait demandé de réaliser un documentaire sur la vie du prince pacifiste. Et cette fois encore, c'est le comité de commémoration Régnier III, et plus particulièrement Thomas Fouilleron et Vincent Vatrican qui nous ont demandé de travailler sur la vie du prince Régnier. Et la spécificité de ce film à venir, le prince par lui-même, c'est que l'on va entendre, en quelque sorte, le prince Régnier raconter sa propre histoire. Absolument. En fait, ce qu'on s'est dit avec la princesse Stéphanie, qui est très active, qui suit ce projet de très près, c'est qu'il ne fallait pas d'interview. Il fallait laisser le prince Régnier III raconter sa vie lui-même, parce que c'est vrai que tout au long de sa vie, il regrettait le fait que Monaco ne soit pas toujours décrit par la presse de la bonne façon. Et donc, on a fait ce pari-là. On s'est dit, tiens, on va faire en sorte que ce soit le prince Régnier lui-même, avec ses propres mots, qui raconte son histoire, qui raconte son règne, qui raconte sa vie, qui raconte sa principauté. Et ce qu'on a fait, eh bien, grâce à l'Institut audiovisuel de Monaco, eh bien, on a écouté toutes les interviews, radio, télé, que le prince Régnier a données entre 1949 et 2005. Ça fait quelques heures d'archives. On a tout retranscrit et à partir de ça, eh bien, on a découpé des extraits et on les a tous mis bout à bout. Et c'est ce qui va nous permettre d'entendre la vie du prince Régnier racontée par lui-même. Alors, il ne peut pas tout raconter pour les besoins du film, d'un point de vue technique, mais pas que. On avait également besoin d'un narrateur, et en l'occurrence une narratrice, et là je vous l'annonce sur Monaco Info. C'est Fanny Ardant, l'une des plus belles voix, l'une des plus grandes voix du cinéma français, et qui a un lien très particulier, et oui, un lien ténu avec la Monaco grâce à son papa. Exactement. Le capitaine Ardant, au tout départ, qui était le précepteur du prince Régnier à l'époque où il passait son bac à Montpellier, et qui ensuite est venu au palais travailler avec lui, le colonel Ardant. Et pas seulement, même si c'était déjà beaucoup, mais la maman de Fanny Ardant également a un lien avec la principauté, car elle est devenue dame d'honneur de la princesse Grace. Donc c'était particulièrement émouvant d'enregistrer la voix de Fanny Ardant, et c'était la semaine dernière. Donc ça vous a demandé beaucoup de préparation. Combien de temps? Des journées de recherche? Et vous vous êtes procuré l'essentiel des documents à l'Institut audiovisuel ou pas seulement? Absolument. Je pense qu'on est de l'ordre de 80-90% des archives, des documents obtenus à la fois auprès de l'Institut audiovisuel et du Palais, bien entendu. Et puis on est allé également frapper à la porte de l'INA ou encore des archives belges ou même des archives canadiennes, parce que Radio-Canada s'est régulièrement intéressé à la principauté, notamment pour la crise de 1962 avec le général de Gaulle. Ça a vraiment été suivi de près par nos amis canadiens. Et est-ce que vous avez découvert des choses qui vous ont interpellé au gré de ces recherches? Alors, avant tout, ça a été une expérience fantastique de passer des heures et des heures à écouter le prince Régnier. Sa constance, la façon dont il a raconté sa vie avec des éléments de langage, une maîtrise, mais tout au long de sa vie. Et à chaque fois, on sentait qu'il avait, à chaque nouvelle interview, on va dire 75% de tronc commun, et puis ensuite un bon 25% de petits messages qu'il voulait absolument placer. Et on sentait vraiment la malice, mais bon, c'est pas malitia, mais quoique, on sentait la malice, en tout cas, dans toutes les interviews qu'il donnait. Et c'était très émouvant. Vous savez, là derrière moi, là on est sur la place du Palais, derrière moi il y a Fontvieille, je ne sais pas si on voit très bien avec les pins, mais enfant j'habitais à Fontvieille, et pour moi le prince Régnier c'était le prince qui habitait sur le rocher, sur le palais, plus près de Dieu, c'était pas possible. Et donc c'est pour ça que ça a été une expérience formidable pour moi de pouvoir écouter ces interviews sur ces plus de 50 ans de règne. Merci beaucoup Yann Anthony Nogues d'avoir été notre invité. Merci Patricia, à bientôt.
Et pendant le règne du prince Régnier III, une date d'importance sur la scène internationale, celle de l'admission le 28 mai 1993 de Monaco aux Nations Unies. 30 ans après, ce sera lundi soir à l'ONU, le prince Albert II et la princesse Stéphanie seront présents et pour l'occasion, l'Orchestre des Carabiniers donnera un concert sur place. Patricia Navarro et Alban Gingembre ont assisté ce matin au dernier briefing des musiciens avant leur départ. Comme un avant-goût des États-Unis, les musiciens de l'Orchestre des Carabiniers ont brunché ce matin. L'heure était au dernier point avant départ. Des consignes, des conseils et pour tous, beaucoup d'excitation à l'idée de se produire dans la mythique enceinte de l'ONU lundi dans la salle de l'Assemblée générale et de représenter Monaco pour un anniversaire très symbolique, les 30 ans de l'admission de la principauté à l'ONU. C'est un déplacement important, c'est un challenge important aussi pour l'orchestre, musicalement, professionnellement, c'est plus qu'une simple aventure. 25 carabiniers vont se rendre à New York pour jouer à l'ONU. Le concert durera 1 heure devant les représentants des pays membres. Un moment marquant que tous attendent avec beaucoup d'impatience après plusieurs mois de répétition. Je vous avouerai qu'il y a un peu de stress quand même, beaucoup d'excitation. On aura une image à donner et jouer dans cette enceinte qui est l'ONU devant peut-être, je crois qu'il y a 193 pays représentant l'ONU, je crois. Donc s'il y a autant de nationalités présentes pour le concert, oui, voilà, il y a une pression supplémentaire. Très fier de pouvoir représenter la principauté et le souverain à l'étranger. Très impressionné aussi par toute la logistique, tout le travail qu'il y a derrière cette prestation. Et puis surtout, voilà, très heureux de pouvoir commencer vraiment dans le vif en tant que nouveau musicien. On attaque vraiment dans le vif du métier, là. Tout juste le temps d'arriver à New York et d'ultimes répétitions sont prévues sur place toute la journée de samedi, avant le premier concert à l'ONU lundi et le lendemain, une prestation sur Times Square aux côtés des policiers new-yorkais. Et hier soir s'est déroulée la cérémonie des remises de prix des rencontres philosophiques. 3 prix remis, le prix 2023 pour un ouvrage philosophique, la mention honorifique remise à une maison d'édition et le prix du lycéen 2023 remis à 2 jeunes suite à un concours dans leur établissement scolaire. Une cérémonie présidée par Charlotte Casiraghi, Robert Maggiori et Raphaël Zagouri-Orly. Reportage ce soir de Clélia Renaud, Arnaud Imbert et Émilie Flamin. Les présidents et jurys ont tranché pour cette 2e édition de la Semaine philosophique à Monaco. De nombreuses œuvres pour 3 titres, notamment le Grand Prix, le prix 2023. Il est attribué à Jean-Baptiste Brenet pour « Que veut dire penser ?» arabe et latin. Alors c'est un ouvrage qui est une sorte de lexique. Je m'intéresse à la façon qu'ont eu les penseurs arabes classiques, ou disons médiévaux, et les latins qui ont suivi, au Moyen-Âge, de nommer l'acte de penser et les différentes conceptions qu'ils ont eues de cet acte-là qui est censé définir l'homme. L'idée étant non pas de regarder simplement le passé, mais de considérer que leur façon de comprendre la rationalité humaine et de la nommer a quelque chose à nous dire. Et si ce professeur de philosophie a été récompensé pour son travail, des élèves monégasques ont également été primés hier soir avec le prix du lycéen 2023. C'est une chance immense que l'on puisse donner à nos élèves la possibilité d'apprendre à réfléchir, à discuter sans tabou. Pour Max, lycéen en terminale, c'est une grande surprise. Je ne m'y attendais pas vraiment parce que, je vais vous dire, je ne suis pas un élève fantastique en philosophie, mais mon professeur m'a appris à réfléchir vraiment. Et à l'aide de ce sujet, en fait, j'ai pu m'exprimer et avoir en fait, cette pensée qui m'a fait en fait, gagner. Et moi, j'étais très fier de ma copie. Un prix qui pourrait même créer des vocations. Je ne connaissais pas bien avant, on a vraiment là du coup pris beaucoup avec cette année avec mon professeur en terminale et je compte continuer en allant en Hippocagne l'année prochaine. Ça m'a donné goût à la philosophie cette année de terminale et donc je suis assez contente de continuer. Le dernier prix, celui de la mention honorifique 2023, a été remis à la maison d'édition Gallimard pour la collection NRF Essais de l'éditeur Éric Vigne, composée de 236 titres autour d'une question, qu'est-ce que l'homme ? Et ce soir, vous pourrez, vous le savez, retrouver dès 21h Sandrine Nègre pour le meilleur des toutes dernières rencontres matinales, avec comme thème aujourd'hui les femmes dans notre société. Rediffusion demain à 10h et 15h.
En avant-première ce soir sur Monaco Info, une visite très attendue pour nombre de familles monégasques. C'était ce matin. Des membres du gouvernement et du Conseil national se sont retrouvés pour visiter ensemble 2 immeubles domaniaux, le palais Honoria et la tour Reseda, les 2 dernières attributions. Reportage de Fabien Bonilla et Thomas Deus. La visite de ces 2 immeubles domaniaux a débuté au boulevard de Belgique où se trouve le palais Honoria. Ce sont en tout 84 appartements, 30 2 pièces, 26 3 pièces, 26 4 pièces et 2 5 pièces, avec près de 10 000 mètres carrés de logement et 400 mètres carrés de commerce et de bureaux. Les premiers locataires pourront emménager courant de l'été. Le palais Honoria dispose également d'une grande crèche lumineuse, crèche qui sera gérée par la mairie. Deuxième visite, plus à l'est, boulevard d'Italie, avec la tour Reseda, que l'on connaît sous le nom de l'opération Testimonio 2. Cet immeuble, encore en construction, comportera 197 appartements, suite à la décision prise de procéder à sa surélévation de 5 étages supplémentaires. 32 étages au total. Les représentants du gouvernement et les élus ont pu visiter le toit-terrasse et le 10e étage. Je ne peux que saluer le travail des entreprises impliquées dans le plan national pour le logement des Monégasques, que ce soit donc plutôt la réalisation Honoria, ce quartier de Testimonio, le nom que nous lui connaissons, et même si les tours aujourd'hui s'appellent Elsa et Reseda, nous avons pu saluer l'emménagement des Monégasques dans la tour Elsa et nous nous réjouissons aujourd'hui de l'avancée des travaux de la tour Reseda. Aujourd'hui, c'est une belle réussite, aussi bien dans la tour Honoria que dans la tour Reseda. Je félicite donc toutes les équipes qui ont contribué à faire de ces appartements une merveille et j'espère que les Monégasques en seront tout à fait ravis parce que je crois que c'est une opportunité extraordinaire pour eux. Nous avons visité des appartements complets, ils n'ont plus qu'à arriver, amener leur canapé, amener leur lit et tout est déjà fait pour eux, c'est vraiment formidable. La réception de la tour Reseda interviendra au premier trimestre 2024. Ces 2 immeubles rentrent dans le cadre du plan national pour le logement, 2 immeubles qui comprennent en tout 281 appartements. La Fédération monégasque d'athlétisme a signé ce matin le pacte de la transition énergétique avec plusieurs actions qui seront mises en place pour le meeting Hercules et le Monaco Run, entre autres la gestion des transports afin de réduire drastiquement ces derniers. Les athlètes, par exemple, et les prestataires sont hébergés à côté du Stade Louis II et tous les déplacements se font désormais à pied. Ou encore, la gestion importante des déchets avec des gourdes qui seront distribuées aux athlètes et des points d'eau mis à disposition afin de minimiser l'usage des bouteilles plastiques recyclables. La galerie Moretti Fine Art dévoile un nouveau chef-d'œuvre de la Renaissance, le panneau d'autel représentant Saint Jérôme et Saint Joseph avec le prêtre Clément d'Antonio d'Andrucci dans le cadre de l'exposition consacrée à Sano Chiompanti de la cathédrale de Lucca à Monte-Carlo. C'est l'histoire aventureuse d'un chef-d'œuvre de la Renaissance. La météo à l'orée de ce week-end, c'est avec vous, Yannick de Beuvert. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Le soleil sera bien présent ce week-end, à commencer par samedi. Il y aura un peu de brume au lever du jour qui se dissipera rapidement pour faire monter les températures. Le thermomètre affichera 19 le matin et 25 dans l'après-midi avec un potentiel ressenti à 29 degrés. En ce samedi 17 juin, nous fêterons Saint-Hervé. Et comme le veut la tradition, on termine par les instantanés d'un sacre historique. Le premier parmi l'élite pour notre équipe de basket, la Roca Team, championne de France 2023. Les photos du bonheur et du souvenir aussi sont signées Manuel Vitali et Stéphane Dana. On se retrouve demain, 19h, pour un nouveau journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.